Marseille, port de la Méditerranée, ville de soleil, de pastis et de bouillabaisse, mais aussi, pendant près de 40 ans, la capitale mondiale de l'héroïne. Entre les années 1930 et le début des années 1970, cette ville française a été le cœur battant d'un réseau criminel d'une ampleur inédite. Un système qui a inondé les États-Unis de drogue au point de devenir un problème de santé publique majeur, une crise nationale. Un réseau si puissant, si bien organisé, si invisible qu'il a fallu des décennies d'efforts conjoints, de trahisons et de guerres intestines pour le démanteler. Son nom est entré dans la légende du crime, la French Connection. C'était-elle un système complexe, une véritable chaîne logistique de la mort, qui partait des champs de pavots d'Indochine et de Turquie, transitait par Marseille pour le raffinage, puis était expédié vers les États-Unis et le Canada pour la distribution finale. À son apogée, dans les années 1960, la French Connection fournissait la quasi-totalité de l'héroïne consommée en Amérique du Nord. On parle de tonnes de poudre blanche chaque année, de millions de doses vendues dans les rues de New York, Chicago, Detroit, de milliards de dollars de profits criminels, et derrière cette machine infernale, des hommes, des Corses, des Marseillais. Des noms qui ont terrorisé les deux côtés de l'Atlantique. Antoine Guérini, Paul Carbone, François Spirito, Auguste Ricord, Paul Mondoloni, Salvatore Greco. Avant de plonger dans ce récit, prends une seconde pour t'abonner et liker. Parce que ce que tu vas découvrir, ce n'est pas la trame d'un film policier, c'est l'histoire vraie du plus grand réseau de trafic d'héroïne de l'histoire. Une histoire de corruption à tous les niveaux de la société. Une histoire de violence crue. Une histoire de trahison. Et surtout, une histoire de milliards. Tout commence dans les années 1930, à Marseille, dans le Vieux-Port, un endroit grouillant de vie, un carrefour de culture et de marchandises, des bateaux, des marins, des dockers, des commerçants, mais aussi et surtout des voyous, des trafiquants, des contrebandiers. Marseille a toujours été une ville de passage, une porte ouverte sur le monde, un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Un port où transitent toutes sortes de marchandises, légales et, bien sûr, illégales. C'est dans ce contexte de chaos organisé qu'apparaît un homme qui va changer la face du crime organisé. Paul Carbone, un Corse, un homme charismatique, intelligent et surtout sans le moindre scrupule. Carbone n'est pas un gangster ordinaire, ce n'est pas un simple braqueur ou un racketteur, c'est un visionnaire. Il comprend très tôt que l'avenir du crime organisé, la source des profits les plus colossaux, ne réside pas dans les braquages ou les rackets traditionnels, mais dans le trafic de drogue, et plus précisément dans le produit le plus addictif, le plus destructeur et le plus rentable de l'époque, l'héroïne. En 1937, les premiers laboratoires clandestins de fabrication d'héroïne sont découverts près de Marseille. Ces laboratoires, rudimentaires mais efficaces, sont déjà dirigés par Paul Carbone. À l'époque, personne ne mesure réellement l'ampleur de ce qui est en train de se mettre en place. Les autorités considèrent cela comme une activité marginale, limitée à quelques voyous. Grave erreur. Car ce que Carbone est en train de construire n'est pas un simple réseau local, c'est une machine de guerre économique, une organisation internationale, un système qui va perdurer pendant 40 ans et qui va faire de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Pendant des années, la pègre Corse, avec ses codes, sa loi du silence et sa solidarité clanique, a été impliquée dans la fabrication et le trafic d'héroïne, principalement à destination des États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est là-bas que se trouve le marché, le vrai marché, le plus grand, le plus riche, le plus insatiable, celui qui rapporte des millions de dollars.
Les États-Unis des années 1940 et 1950 connaissent une véritable explosion de la consommation d'héroïne. Dans les grandes villes, la poudre blanche se répand comme une traînée de poudre. New York, Chicago, Detroit, Los Angeles, dans les ghettos noirs où le désespoir est quotidien, dans les quartiers pauvres où les rêves se brisent contre le mur de la réalité. Parmi les soldats revenus traumatisés de la guerre de Corée, cherchant un moyen d'oublier les horreurs qu'ils ont vues, tous cherchent une échappatoire, un soulagement, un instant d'oubli. Et l'héroïne, avec sa chaleur trompeuse, devient cet échappatoire. Mais d'où vient cette héroïne qui inonde les rues américaines? Elle vient de France, de Marseille, via ce qu'on appellera plus tard la French Connection. Historiquement, la matière première pour la fabrication de l'héroïne, le pavot à opium, venait d'Indochine, le fameux triangle d'or, une région montagneuse à cheval sur la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Là-bas, des paysans pauvres cultivent depuis des siècles les champs de pavot. Ils récoltent la sève laiteuse des capsules, l'opium brut. Ils le vendent à des intermédiaires, souvent des chefs de guerre locaux ou des trafiquants chinois, qui le revendent à des réseaux internationaux. Puis, dans les années 1950, une nouvelle source d'approvisionnement, plus proche, plus pratique, apparaît, la Turquie. En Turquie, les fermiers sont officiellement autorisés à cultiver le pavot à opium, pour le vendre légalement aux compagnies pharmaceutiques. Mais la tentation est trop forte. Beaucoup vendent leur surplus de récolte au marché noir. Cet opium turc est transformé en morphine base, une étape intermédiaire du processus de raffinage. Puis cette morphine base est transportée, cachée dans des camions, des bateaux, vers l'Europe, vers Marseille. La pâte de morphine est alors raffinée dans les laboratoires clandestins corses. Le port de Marseille, l'un des plus actifs de la Méditerranée occidentale, connu pour expédier toutes sortes de marchandises illégales, est la plaque tournante idéale. La proximité des côtes turques, les liaisons maritimes fréquentes, la corruption endémique des dockers et des douaniers, tout cela facilite la contrebande de la morphine base. Une fois à Marseille, la transformation commence. Et l'héroïne qui sort de ces laboratoires est considérée comme la meilleure du monde. Une pureté inégalée, la commodité du port de Marseille et l'arrivée fréquente de navires en provenance de pays producteurs d'opium facilitent la contrebande de la morphine base depuis l'Extrême-Orient ou le Proche-Orient. La pègre française, et plus particulièrement corse, expédie ensuite de grandes quantités d'héroïne de Marseille vers New York. La première saisie significative de l'après-guerre a lieu à New York le 5 février 1947. 7 livres, soit environ 3,2 kilos, d'héroïne sont saisis sur un marin corse débarquant d'un navire qui venait d'arriver de France. C'est un premier indice, une première alerte. Très vite, il devient clair que la pègre française augmente non seulement sa participation au commerce illégal de l'opium, mais aussi son expertise et son efficacité dans le trafic d'héroïne. Le 17 mars 1947, 28 livres, soit près de 13 kilos, d'héroïne sont trouvés sur le paquebot français Saint-Tropez. Le 7 janvier 1949, plus de 50 livres, soit environ 23 kilos, d'opium et d'héroïne sont saisis sur le navire français Batista. Les saisies se multiplient, mais elles ne représentent qu'une infime partie de ce qui passe réellement, car pour une cargaison interceptée, 10, 20, 50 autres arrivent à bon port. Après la mort de Paul Carbone en 1943, tué dans un accident de train très suspect, le clan Guérini prend les rênes du milieu marseillais. Le clan Guérini devient la dynastie régnante de l'Union Corse. L'Union Corse n'est pas une mafia au sens sicilien du terme.
c'est plus subtil, plus diffus. C'est une confrérie, une société secrète, un réseau de solidarité corse basé sur l'honneur, le sang, la famille, mais aussi et surtout sur le crime. Le clan Guérini organise systématiquement la contrebande d'opium depuis la Turquie et d'autres pays du Moyen-Orient. À sa tête, Antoine Guérini. Un homme redouté, respecté, intouchable. Il dirige le clan d'une main de fer, avec ses frères Barthélemy, François et Pascal. François, ensemble, ils contrôlent Marseille, le port, les dockers, les douaniers, les politiques. Tout le monde est corrompu, tout le monde est acheté ou menacé, car les Guérini ne plaisantent pas. Ceux qui refusent de collaborer disparaissent ou finissent dans le vieux port, une balle dans la tête, lestés de pierre, pour toujours. Mais il y a un élément clé, un facteur décisif, qui permet à la French Connection de prospérer pendant des décennies en toute impunité. La protection. La protection de qui? De la CIA, des services secrets américains et de la SDC, les services secrets français. Oui, vous avez bien entendu, les services secrets des deux plus grandes puissances occidentales protègent activement le plus grand réseau de trafic d'héroïne au monde. Pourquoi? Pour une raison simple, mais qui peut paraître folle aujourd'hui. Le contexte de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, Marseille est un champ de bataille politique. Le Parti communiste français est extrêmement puissant. Il contrôle les syndicats, notamment la CGT, qui est majoritaire chez les dockers. Ils ont une influence considérable à la mairie, et ils veulent prendre le contrôle total du vieux port de Marseille. Si les communistes réussissent, Marseille, le plus grand port de France, tombe dans l'orbite soviétique, et avec elle, tout le sud de la France pourrait basculer. C'est un scénario inacceptable pour Washington. Alors la CIA met en place une stratégie cynique, brutale, mais terriblement efficace. Elle s'allie avec la pègre corse. Le deal est simple. Les Corses, dirigés par les Guérini, empêchent les communistes de prendre le contrôle du port. Par tous les moyens. Violence, intimidation, corruption, grève brisée. En échange, la CIA ferme les yeux sur leurs activités criminelles, notamment le trafic d'héroïne. La SDC, les services secrets français, fait de même. Car pour le gouvernement français de l'époque, mieux vaut des gangsters anticommunistes que des syndicalistes pro-soviétiques. C'est ainsi que Paul Carbone avant la guerre, puis Antoine Guérini et ses frères après, deviennent intouchables, protégés par les États, libres de bâtir leur empire. Un empire de poudre blanche. Dans les années 1950, le réseau se perfectionne. Les laboratoires clandestins se multiplient, cachés dans des fermes isolées de l'arrière-pays provençal, dans des entrepôts abandonnés des quartiers nord de Marseille, ou dans des villas luxueuses de la Côte d'Azur. Le processus de raffinage est devenu une véritable science. Les chimistes corses formés sur le tas sont parmi les meilleurs au monde. Ils ont un savoir-faire unique, transmis de génération en génération. Ils savent comment transformer la morphine base en héroïne pure à 90, 95, voire 98%. Une pureté inégalée, une qualité incomparable. C'est cette qualité qui fait la réputation de l'héroïne marseillaise. Les dealers américains la réclament. Ils paient le prix fort pour l'obtenir, car ils savent qu'avec l'héroïne de Marseille, ils peuvent couper la drogue plusieurs fois, la mélanger avec d'autres substances, et ainsi multiplier leurs profits. Les méthodes de transport évoluent également. Au début, l'héroïne est cachée dans des valises de marins corses qui travaillent sur les paquebots transatlantiques. Puis les techniques se sophistiquent. L'héroïne est dissimulée dans des cargaisons légales. Du vin, du fromage, des conserves de poissons, des meubles et surtout des voitures. Des cachettes sont aménagées dans les portières, les châssis, les réservoirs d'essence. Les douaniers ne vérifient qu'une infime partie des marchandises.
Et même quand ils vérifient, ils ne trouvent rien. Car les cachettes sont ingénieuses, indétectables. Le réseau dispose également de complicité à tous les niveaux. Des dockers qui chargent et déchargent les conteneurs. Des douaniers qui tamponnent les papiers sans poser de questions. Des policiers qui détournent le regard. Des politiques qui bloquent les enquêtes. Tout le monde est payé, grassement payé, car l'argent coule à flot. Des millions de dollars. En octobre 1957, un événement majeur se produit qui va sceller l'alliance entre les différentes mafias. Une réunion secrète a lieu entre des membres de la mafia sicilienne et de la mafia américaine. Cette réunion se tient au Grand Hôtel et des Palmes, à Palerme. L'objectif, discuter et organiser le commerce international illégal d'héroïne, notamment la filière de la French Connection. Car à cette époque, le réseau n'est plus seulement corse. Il implique désormais les Siciliens, qui contrôlent une partie de la production de morphine base. Les Américains, qui gèrent la distribution aux États-Unis. Les Turcs, qui fournissent la matière première. Les Libanais, qui sont des intermédiaires clés. C'est une véritable multinationale du crime, avec des filiales sur 3 continents, des investisseurs, des actionnaires, des directeurs régionaux, et un produit star, l'héroïne. Lors de cette réunion de Palerme, plusieurs décisions cruciales sont prises, les quotas de production sont fixés, les routes de contrebande sont sécurisées, les parts de marché sont réparties, les prix sont stabilisés. C'est un cartel avant l'heure, une entente criminelle à l'échelle internationale, et au cœur de cette organisation, les Corses. Parce qu'ils contrôlent le maillon le plus important, le plus stratégique, le raffinage. Sans les laboratoires de Marseille, pas d'héroïne de qualité. Sans héroïne de qualité, pas de marché américain. Les Corses le savent, et ils en profitent. Ils imposent leurs prix, ils dictent leurs conditions, ils sont les rois. Les années 1960 marquent l'apogée de la French Connection. À cette époque, les saisies de drogue par les agents des stupéfiants sont dérisoires. On estime qu'ils saisissent environ 91 kilos d'héroïne par an. Mais les renseignements montrent que les trafiquants corses font entrer aux États-Unis 91 kilos toutes les 2 semaines. L'ambassadeur du Guatemala en Belgique, Mauricio Rosal, est impliqué. Il utilise son statut diplomatique pour faire entrer environ 200 kilos de morphine base par an en provenance de Beyrouth. Le rapport annuel du Federal Bureau of Narcotics de 1960 estime qu'entre 1,200 et 2,300 kilos d'héroïne entrent aux États-Unis chaque année depuis la France. En 1969, les trafiquants français fournissent 80% de l'héroïne consommée aux États-Unis. Le 26 avril 1968, une saisie record est effectuée. 106 kilos d'héroïne sont découverts dans une Citroën DS cachée à bord du paquebot France. Selon le passeur arrêté, Jacques Bousquet, cette seule voiture a permis de faire passer 728,5 kilos d'héroïne au total. À la fin des années 1960, après l'assassinat de Robert Blement par Antoine Guérini, une guerre des gangs éclate à Marseille. La compétition pour le contrôle des revenus des casinos est féroce. Marcel Francisci, un associé de Blément, continue la guerre pendant des années. Sonny Grosso, ancien détective du bureau des narcotiques de la police de New York, affirme que le caïd de la French Connection dans les années 50 et 60 était un Corse nommé Jean Jehan. Jehan aurait arrangé le fameux deal de 1962 qui a mal tourné, impliquant 64 livres d'héroïne pure. Mais il n'a jamais été arrêté. Selon Grosso, tous les mandats d'arrêt contre Jehan sont restés ouverts. Il a continué ses activités en Europe en toute impunité. William Friedkin, le réalisateur du film The French Connection, a été informé que Jehan était un ancien membre de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, et que c'est pour cette raison que la police française refusait de l'arrêter. Jehan serait mort paisiblement de vieillesse dans sa maison en Corse.
Au début des années 1970, tout change. Les États-Unis, sous la présidence de Richard Nixon, déclarent la guerre à la drogue. La lutte contre l'héroïne devient une priorité nationale. Des moyens colossaux sont déployés. La DEA, la Drug Enforcement Administration, est créée en 1973. L'objectif est clair. Démanteler la French Connection, coûte que coûte. Parallèlement, en France, les choses évoluent. La protection dont bénéficiaient les Corses s'effrite. La guerre froide est toujours là, mais les communistes ne sont plus une menace à Marseille. De nouveaux magistrats, des juges intègres et des policiers déterminés veulent en finir avec la corruption et l'impunité. Les premières grandes opérations de police ont lieu. Des laboratoires sont démantelés, des trafiquants arrêtés, des saisies spectaculaires. En 1971, une opération franco-américaine aboutit à la saisie de 50 kilos d'héroïne pure à New York. C'est la plus grosse saisie de l'histoire à cette date, connue sous le nom de The French Connection. C'est cette affaire qui inspirera le célèbre film avec Gene Hackman. L'enquête révèle l'ampleur du réseau, les connexions entre Marseille et New York, les complicités, les méthodes. C'est un choc pour l'opinion publique et les autorités. En 1972, la Turquie, sous la pression américaine, interdit la culture du pavot à opium. C'est un coup dur pour la French Connection. Les laboratoires de Marseille tournent au ralenti. De nouvelles sources d'approvisionnement apparaissent. Le triangle d'or en Asie, le croissant d'or au Moyen-Orient et surtout le Mexique et la Colombie qui commencent à produire leur propre héroïne. Les cartels latino-américains prennent peu à peu le contrôle du marché américain. Ils ont l'avantage géographique. En 1973, plusieurs arrestations majeures frappent le réseau corse. Des chefs tombent, des chimistes sont arrêtés, des laboratoires sont fermés. La machine commence à se gripper. En février 1972, un sergent de l'armée américaine est approché par des trafiquants français qui lui offrent 96 000 $ pour faire passer 110 kilos d'héroïne aux États-Unis. Le sergent informe ses supérieurs et une opération est montée. 5 hommes sont arrêtés à New York et 2 à Paris, avec 120 kilos d'héroïne d'une valeur de 50 millions de $. Entre février 1972 et avril 1973, 6 grands laboratoires clandestins sont démantelés dans la banlieue de Marseille. Le 29 février 1972, les autorités françaises saisissent le crevettier Caprice d'Étang près de Marseille, en route pour Miami. À bord, 415 kilos d'héroïne. Les arrestations pour trafic de drogue en France explosent, passant de 57 en 1970 à 16 en 1972. Une partie de l'organisation de Vincent Papa, un mafieux de la famille Lucchese, est également démantelée. Ce gang était responsable de la distribution de millions de dollars d'héroïne sur la côte est américaine. L'affaire a révélé un vaste système de corruption au sein de la police de New York. Des officiers corrompus permettaient à Papa et ses hommes d'accéder à la salle d'épreuve où étaient stockés des centaines de kilos d'héroïne saisis dans l'affaire de la French Connection. Ils remplaçaient l'héroïne par de la farine et de l'amidon de maïs. La supercherie a été découverte lorsque des insectes ont commencé à manger les sacs de héroïne. À ce moment-là, une valeur estimée à 70 millions de $ d'héroïne avait déjà été volée. Papa a été condamné et assassiné en prison. Le clan Guérini a été exterminé lors de guerres intestines au sein du milieu français. En 1971, Marcel Francisci est accusé par le Bureau des narcotiques américains d'être impliqué dans le trafic d'héroïne. Le 16 janvier 1982, il est abattu dans le parking de son immeuble à Paris. En 1977, le dernier grand laboratoire clandestin de la French Connection est démantelé près de Marseille. C'est la fin d'une époque.
40 ans de domination, 40 ans de prospérité criminelle s'achèvent. Mais les conséquences du réseau perdurent. Des millions d'Américains sont devenus dépendants à l'héroïne. Des générations entières ont été détruites. Des quartiers entiers ravagés par la drogue, la violence, la criminalité. Le sida, à partir des années 1980, décimera les toxicomanes qui partagent des seringues. Tout cela a commencé avec l'héroïne de Marseille, avec la French Connection. L'histoire de la French Connection nous enseigne plusieurs choses. D'abord, que le crime organisé international existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Dès les années 1930, des réseaux sophistiqués traversaient les continents. Ensuite, que la corruption est le carburant du trafic de drogue. Sans douaniers corrompus, sans policiers achetés, sans politique complice, la French Connection n'aurait jamais pu exister. Enfin, que les États eux-mêmes peuvent devenir complices. La CIA et la SDS ont sciemment protégé les trafics en Corse, pour des raisons géopolitiques, mais le résultat a été catastrophique. Aujourd'hui, Marseille n'est plus la capitale de l'héroïne, mais elle reste une plaque tournante du trafic de drogue. Le cannabis du Maroc, la cocaïne d'Amérique du Sud, les nouvelles drogues de synthèse. Le port de Marseille continue de voir transiter des tonnes de produits illicites. L'héritage de la French Connection est également culturel. Le film de William Friedkin en 1971 est devenu un classique. Il a popularisé l'expression French Connection. Mais au-delà du mythe, il y a la réalité. Des hommes qui ont bâti des empires sur la souffrance des autres, et qui, pendant des décennies, ont vécu dans l'impunité. Antoine Guérini est assassiné en 1967. Ses frères suivront. Le clan Guérini est décimé. Auguste Ricord est arrêté en 1972, extradé, condamné et meurt en 1945. Paul Mandoloni est arrêté en 1973, condamné et meurt en prison. Un à un, les piliers de la French Connection tombent. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de la French Connection. Quelques vieux Corses à la retraite, des archives judiciaires, des documentaires, des films et des millions de victimes anonymes. C'est ça, le véritable héritage de la French Connection. Si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies, brutales, sans filtre, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, partage-la. Parce que ces récits, personne d'autre ne les raconte comme ça. Parce qu'il faut du courage pour regarder la vérité en face, et parce que la vérité est toujours plus terrifiante que la fiction. Mais pour vraiment comprendre comment la French Connection a pu opérer pendant 40 ans dans l'impunité quasi totale, il faut descendre dans les détails, dans les techniques, dans les méthodes, dans les hommes. Car derrière les statistiques froides, il y a des histoires humaines, des destins brisés, des vies détruites, des familles anéanties. L'affaire Jacques Angelvin, en 1962, illustre parfaitement la sophistication et la diversité des profils utilisés par le réseau de la French Connection. Jacques Angelvin n'est pas un truand ordinaire. C'est un animateur de télévision français, un visage connu du grand public, une petite célébrité. Exactement le genre de personne qui ne devrait jamais éveiller les soupçons. Mais Angelvin a un problème, un gros problème. Il a des dettes, il flambe dans les casinos parisiens, il vit bien au-dessus de ses moyens. Il doit de l'argent à des gens qu'on ne peut pas décevoir. Alors quand François Scalia, un tueur à gages marseillais avec des connexions dans toute la pègre méditerranéenne, lui propose un marché apparemment simple, Angelvin accepte sans trop réfléchir. Conduire une Buick de France aux États-Unis. 10 000 $ cash à l'arrivée. De quoi éponger ses dettes et vivre tranquille quelques mois. Le 10 janvier 1962, le paquebot United States entre majestueusement dans le port de New York. À son bord, des centaines de passagers. Et cachée dans la cale une Buick immatriculée en France. La voiture est déchargée normalement,
comme des dizaines d'autres véhicules importés chaque jour. Mais le lieutenant Sonny Grosso et son équipe du Bureau des narcotiques de New York ne perdent rien de la scène. Un informateur leur a donné un tuyau quelques jours plus tôt, une livraison imminente d'héroïne en provenance de Marseille. Des trafiquants auraient rendez-vous le soir même dans un restaurant tenu par le milieu. Grosso et ses hommes se postent en planque autour du restaurant. Ils observent, ils prennent des photos. Ils notent les plaques d'immatriculation. Dans le restaurant, Grosso repère des têtes connues. François Scalia, le tueur marseillais. Anthony Fuqua, un trafiquant new-yorkais. Jean Jehan, un homme d'affaires français d'une 60aine d'années, élégant, discret. Et surtout, Grosso assiste en direct à la remise d'une mallette bourrée de billets. Pas de doute, un gros coup se prépare. Il décide de placer tout ce petit monde sur écoute. Pendant plusieurs jours, les policiers écoutent les conversations téléphoniques. Scalia reçoit des appels d'un homme qui a une émission de télévision en France. Un certain Angelvin. Il ne parle jamais de drogue directement, mais il parle de rendez-vous, de livraison, de retard. Grosso appelle immédiatement ses homologues à Paris pour se renseigner sur cet Angelvan. La réponse tombe rapidement. C'est un présentateur de télévision. Ses activités lui permettent de se déplacer sans éveiller le moindre soupçon. Le piège se referme. Angelvin s'installe dans une suite au Palace Hotel de Manhattan. Il attend des instructions. 3 jours passent. Puis, il reçoit un appel. Il conduit la Buick jusqu'à un petit garage au sud de Manhattan. Ce garage appartient aux frères Fuqua, des trafiquants new-yorkais bien connus des services. Angelvin laisse la voiture et repart en taxi. Toujours suivi par les policiers américains qui notent chacun de ses mouvements. Par prudence, Angelvin change d'hôtel pour un établissement plus discret. Pendant 2 jours, rien ne bouge. La Buick reste garée devant le garage. Personne ne la touche. Puis, la voiture ressort. Les frères Fuqua la garent dans une rue tranquille et s'en vont. Grosso et ses hommes restent en planque toute la nuit. Au petit matin, épuisés, ils partent manger rapidement. Quand ils reviennent 1 heure plus tard, la voiture a disparu. Panique. La Buick n'est ni au garage des frères Fuqua, ni chez eux. Grosso n'a plus qu'une solution, ne plus lâcher Angelvin d'une semelle. 3 jours passent. Rien. Puis soudain, Angelvin sort du garage au volant de la Buick, avec Scalia à ses côtés. À peine quelques mètres plus loin, il grille un feu rouge. Grosso ordonne l'interception. Les policiers arrêtent la voiture, demandent les papiers. Angelvin et Scalia prétendent ne pas comprendre l'anglais. Grosso demande un interprète et conduit tout le monde au poste. En attendant l'interprète, il fait fouiller la Buick par les spécialistes. Il ne trouve rien, aucune drogue visible. Mais le laboratoire de police scientifique de New York, grâce à la spectrographie et à l'examen par particules, détecte des traces d'héroïne dans la voiture. Preuve suffisante pour la législation américaine de l'époque. Angelvin est placé en garde à vue. Face au lieutenant Grosso, il refuse de parler anglais. Il se fait traduire chaque question. Il joue la montre, il nie, il est innocent, dit-il. Mais Grosso sait qu'il ment. Il fait boucler toute l'équipe, les frères Fuqua, François Scalia et Jean Jehan, l'homme qui était parti avec la mallette bourrée de billets au restaurant. Les policiers perquisitionnent chez les Fuqua. Dans un faux plafond, ils découvrent 11 kilos d'héroïne pure à 90%. Exactement le type de drogue dont on a retrouvé des traces dans la Buick d'Angelvin. Mais le compte n'y est pas. La Buick devait forcément transporter beaucoup plus. Grosso a une intuition. Il appelle General Motors et demande combien pèse exactement le modèle de Buick en question. Il compare ce poids avec celui inscrit sur le registre d'embarquement du bateau. Différence, 55 kilos. Il manque donc au moins 40 kilos d'héroïne. Et les frères Fuqua doivent savoir où ils sont passés. Grosso tend un piège. Il laisse Anthony Fuqua sortir sous caution et le fait filer discrètement jour et nuit. Anthony se rend plusieurs fois dans le Bronx. Un jour, il descend dans la cave d'une maison suspecte.
les agents se ruent sur lui. Dans la cave, caché dans une vieille valise poussiéreuse, 39 kilos d'héroïne pure, saisie record pour l'époque. Le 15 janvier 1963, le procès d'Angèle Vin s'ouvre à New York. Dans le box des accusés, une vingtaine de prévenus. Angèle Vin, bien sûr. Scalia. Les frères Sfouka. Angèle Vin plaide coupable. Dans le système judiciaire américain, cela lui permet d'obtenir un verdict plus clément, 6 ans de prison. François Scalia prend 22 ans, les deux frères Fouca 15 ans chacun. Quant à Jean Jehan, l'homme mystérieux qui avait récupéré la mallette de billets, il ne sera finalement jamais inquiété. Aucune charge suffisante contre lui. Jehan disparaît. Et pendant des années, son nom reviendra dans les enquêtes sur la French Connection, mais jamais il ne sera arrêté. Selon Sonny Grosso, Jehan était un ancien résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cette raison que la police française refusait de l'arrêter. Un héros de guerre devenu parrain de l'héroïne. Jehan serait mort paisiblement de vieillesse dans sa maison en Corse. Cette affaire Angèle Vin montre toute la sophistication de la French Connection. Utiliser un présentateur de télévision comme passeur, cacher la drogue dans des voitures importées, disposer de complicité à tous les niveaux, avoir des avocats redoutables, et surtout, avoir des protections politiques qui permettent aux vrais chefs d'échapper à la justice. Mais l'affaire montre aussi une faille. Les passeurs peuvent craquer. Les petits maillons peuvent parler. Et c'est cette faille que les Américains vont exploiter massivement dans les années 1970 en créant le système des repentis. L'affaire du caprice des temps, qui éclate en février 1972, marque un tournant décisif dans le démantèlement de la French Connection. Tout commence par un tuyau. Un informateur prévient les douaniers français qu'un bateau suspect est amarré dans le port de Villefranche-sur-Mer, non loin de Nice, le caprice des temps. Un chalutier de 20 mètres, en bois, équipé pour la haute mer. Son capitaine n'est pas un inconnu des services. Il a déjà été condamné pour trafic. Il a acheté ce bateau prétendument pour faire de la pêche à la crevette, mais n'a jamais rapporté le moindre poisson. Il a fait 2 voyages mystérieux à Miami avec une escale à Pointe-à-Pitre. Il a également effectué des voyages en avion pour la même destination. Les douaniers trouvent ce profil extrêmement suspect. Jean Carré, directeur adjoint des douanes de Marseille à l'époque, décide d'installer une surveillance discrète mais constante. Depuis un fort désaffecté qui surplombe le port de Villefranche, les douaniers installent un trépied avec des jumelles de marine. Le réticule est fixé sur le mât du caprice des temps. Jour et nuit, le bateau est surveillé sans que personne ne s'en doute. Les surveillants sont à plusieurs kilomètres à vol d'oiseau. Ils sont relevés toutes les 24 heures par hélicoptère. Pendant des mois, rien. Le bateau reste là, au bout du quai, immobile. Puis un jour, le capitaine s'active. Il quitte le port, mais pas sur le caprice des temps. Il part sur un petit voilier en compagnie de son épouse pour une croisière en Grèce. Les douaniers le laissent filer pour ne pas se faire repérer. Renseignements pris auprès de la capitainerie, le capitaine ne sait pas quand il va revenir. 1 mois passe, puis 2. Finalement, il revient, et les renseignements révèlent qu'il s'est rendu en Turquie. Turquie. Morphine baisse. Les douaniers sont en alerte maximale. Si le capitaine était allé acheter de la morphine en Turquie, cela signifie qu'un chargement d'héroïne va bientôt être expédié. Mais les douaniers décident de ne pas passer à l'action immédiatement. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la morphine brute, c'est l'héroïne raffinée. Et l'héroïne sera chargée à bord du caprice des temps. Le 15 mars 1972, à 15 heures précises, la brigade des stupes au grand complet encercle la villa. Le quartier est bouclé. Morin ordonne l'assaut. Sur place, ils trouvent une centaine de kilos d'héroïne en cours de transformation et surtout une quantité énorme de produits chimiques. De quoi en fabriquer des tonnes.
Seul le couple et son enfant sont interpellés sur place. Césari, lui, est arrêté à son domicile en fin d'après-midi. Placé en garde à vue, il nie. Mais un détail le trahit. Un pantalon trouvé dans le labo est taché de sang à la hauteur du genou. Césari a une plaie exactement au même endroit. La preuve est faite. Face aux policiers, la femme finit par craquer. Oui, c'est bien Césari qui a acheté la villa. C'est lui qui a fabriqué l'héroïne. C'est lui le chimiste. L'arrestation de Césari est un coup de tonnerre. Les Américains sont ravis. L'ambassadeur américain appelle Lemuel pour visiter le labo. Ils s'y rendent ensemble en avion privé. Mais Césari ne verra jamais son procès. Le 22 mars 1972, il se suicide dans sa cellule. Il laisse 2 lettres, une pour sa femme, une pour le juge. Il savait qu'il partait pour au moins 20 ans, peut-être 40 en récidive. Il a préféré mourir. En 1973, un autre gros poisson tombe, Jean-Baptiste Cross, dit Batti. Grâce aux témoignages de repentis, notamment Richard Berdin et Edmond Taillier, les policiers remontent jusqu'à lui. Berdin avait été arrêté à New York. Les Américains lui ont proposé un marché, 30 ans de prison dans une cage ou 3 ans dans une farm, un établissement confortable avec jardin, golf et permission. Berdin a choisi la farm. Et il a balancé ses complices. Edmond Taillier, humoriste de cabaret, a fait de même. Il a dénoncé Cross et son associé Joseph Marie. Le 19 janvier 1973, Morin et ses hommes arrêtent Crosset et Marie sans coup de feu. Le 17 juin 1974, le procès s'ouvre à Marseille. Une vingtaine de prévenus. Le dossier repose essentiellement sur les déclarations des repentis. Les avocats de la défense crient au scandale. Ils affirment que les repentis ont menti pour de l'argent et une nouvelle identité. Mais l'accusation prouve que chaque déplacement, chaque réunion, chaque arrivée de voiture a été vérifiée. Les voitures ont été retrouvées, y compris aux États-Unis. Les déclarations sont exactes. Crochet est condamné à 18 ans de prison. C'est le début de la fin. En moins de 3 ans, plus de 560 trafiquants sont arrêtés. Les derniers chimistes quittent Marseille pour de nouveaux horizons. Le Paraguay pour Auguste Ricor. L'Asie pour d'autres. La machine est brisée. La French Connection s'effondre. Mais les conséquences de 40 ans de trafic sont irréversibles. En 1970, à New York, on comptait déjà 169 morts par overdose depuis le début de l'année. Des adolescents comme Walter Vanderme, 12 ans, retrouvés morts dans une salle de bain de Harlem avec 2 sachets d'héroïne, une seringue et une cuillère. Ou Peter Goodman, 17 ans, mort lors d'une soirée dans le Queens. Chaque jour, des dizaines de jeunes Américains mouraient d'une héroïne d'extrême qualité, made in France, venue tout droit de Marseille. L'héroïne marseillaise tuait entre 6 000 et 8 000 jeunes Américains chaque année. Le président Nixon a fini par taper du poing sur la table, et la France a dû réagir. Aujourd'hui, l'héroïne ne vient plus de Marseille, mais le trafic n'a pas disparu. Il s'est déplacé, diversifié, mondialisé. Les techniques inventées par les Corses, les routes qu'ils ont tracées, les corruptions qu'ils ont mises en place, tout cela a servi de modèle au cartel moderne. La French Connection a été l'école du crime organisé international, et ces leçons continuent de s'appliquer. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre contenu pour seulement 2,99 €. On se retrouve dans la prochaine vidéo.